Sans plus tarder, je m'en vais maintenant passer la parole à M. Daniel Franzen, qui est juge belge, qui a longtemps travaillé et qui travaille pour le compte du tribunal spécial pour le Liban. Est-ce que les compétences du juge interne sont irréductibles face à l'internationalisation? C'est la question à laquelle il va essayer de nous répondre dans les quelques 15 minutes qu'il lui reste avant de lancer le débat. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je vais tenter d'y répondre, et encore. Donc, si j'ai été invité à participer pour parler des compétences irréductibles du juge interne, et j'en remercie vivement les organisateurs, je présume que ce n'est pas pour mon parcours académique, celui-ci étant proche du zéro absolu, mais pour mon expérience interne, de juge interne de première ligne, de juge d'instruction que j'ai été en Belgique. En effet, dans les principales matières que j'ai traitées, le terrorisme, le droit international humanitaire, la criminalité organisée et financière, la dimension internationale est importante. C'est aussi dans ces matières, particulièrement le terrorisme, que la question du respect des droits fondamentaux se pose fréquemment, et avec elle, celle du rôle du juge interne à cet égard. C'est donc sur base de cette expérience personnelle que je voudrais aborder la question. Tout d'abord, lorsque je parle de coopération judiciaire internationale, il s'agit tant de l'entraide passive que de l'entraide active. Donc, pour rappel, dans l'entraide passive, la demande de coopération provient d'un autre État, alors que dans l'entraide active, concerne la demande que l'on adresse à un autre État. Et ceci tant en ce qui concerne l'entraide dite majeure, à savoir l'extradition, que l'entraide mineure, qu'est la coopération judiciaire relative à l'exécution de commissions rogatoires, dans le cadre de laquelle les autorités judiciaires d'un État requis effectuent sur leur territoire des actes d'enquête à la demande d'un État requérant. On peut distinguer selon qu'il s'agit de coopérer avec les pays membres de l'Union européenne et ceux qui ne le sont pas. Je commencerai par les États non membres de l'Union européenne, d'autant que Stefano a déjà empiété en partie sur ce que je comptais dire à propos de l'arrêt Aragnossi, mais j'y reviendrai dans un instant. Alors, pour les pays non membres de l'Union européenne, les mécanismes de coopération, je dirais classiques, sont applicables, et comme nous allons le voir, le contrôle du juge interne, particulièrement en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, est strict. Ces mécanismes d'entraide mutuelle prévus conventionnellement sont fondés sur le principe de réciprocité et prévoient généralement les causes de refus d'exécuter les demandes d'entraide. D'une manière générale, le non-respect des droits fondamentaux et plus particulièrement les risques de torture ou de traitement inhumain et dégradant font partie de ces motifs de refus. Pour illustrer l'obligation de vérifier le respect des droits fondamentaux par le juge interne, je voudrais prendre 3 exemples issus de mon expérience. Le premier est un arrêt du 28 juin 2008 de la Cour d'appel de Bruxelles dans un dossier relatif à une filière d'acheminement de terroristes vers l'Irak. Il s'agissait pour la Cour de se prononcer sur la validité de preuves recueillies en Algérie dans le cadre d'une commission rogatoire internationale que j'avais adressée aux autorités judiciaires de cet État. Un des témoins dont j'avais demandé l'audition avait fait, devant les policiers algériens, des déclarations très détaillées au sujet de la filière et impliquait dans celle-ci les personnes poursuivies en Belgique. La défense avait sollicité que les déclarations de ce témoin, lui-même accusé de terrorisme en Algérie, soient écartées du dossier vu le risque qu'elles aient été obtenues sous la torture. Pour cela, la défense avait produit des rapports d'ONG et même du Conseil de l'Europe qui faisaient état d'actes de torture à l'égard de présumés terroristes en Algérie. Conformément à la jurisprudence majoritaire, la Cour d'appel a débouté la défense en estimant qu'en citant de manière générale différents rapports du Conseil de l'Europe ou d'organisations certes respectables, je cite, de défense des droits de l'homme, la défense n'apporte aucun élément concret propre à susciter en l'espèce le doute raisonnable concernant les tortures dont ce témoin aurait pu être victime en Algérie.
Et donc, en résumé, puisque la défense n'a pas prouvé que ce témoin in concreto a été torturé, ces déclarations ne devaient pas être écartées. Fin de l'histoire dans ce dossier-là, en tout cas. Le deuxième exemple est lié à l'affaire du groupe islamique combattant marocain, impliqué notamment dans les attentats de Casablanca de mai 2003, de Madrid de mars 2004 et avec l'explosion de l'appartement à Leganés en avril 2004. Dans ce dossier, j'avais demandé cette fois la coopération des autorités judiciaires marocaines pour qu'elles procèdent à l'audition de certains témoins, eux-mêmes poursuivis pour terrorisme au Maroc. Un de ces témoins avait fait des déclarations impliquant les accusés belges au sein du GICM. Et ce témoignage fut, parmi d'autres éléments, un élément qui a conduit à la condamnation de ces personnes. Devant le juge du fond, un accusé, M. El Aski, avait demandé l'exclusion de ces déclarations en soutenant qu'elles avaient été recueillies sous la torture et d'autres traitements inhumains et dégradants. Pour ce faire, il avait cité, ici encore, des rapports d'organisations de défense des droits de l'homme dénonçant la situation générale de personnes poursuivies pour terrorisme au Maroc. Adoptant le même raisonnement que celui que je vous ai expliqué dans l'affaire des filières irakiennes, la Cour d'appel de Bruxelles n'a pas écarté ces auditions. Dès lors, après rejet de son pourvoi en cassation, M. El Aski a porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci, dans un arrêt du 18 mars 2013, a considéré que lorsque le système judiciaire de l'État tiers n'offre pas de garantie réelle d'examen indépendant, impartial et sérieux des allégations de torture ou de traitement inhumain ou dégradant, il faut et il suffit, pour que l'accusé puisse invoquer la violation au droit à un procès équitable, qu'il démontre qu'il y a un risque réel que la déclaration litigieuse ait été ainsi obtenue. Il serait inéquitable d'imposer à l'accusé de prouver davantage. Donc, dans le cas où un accusé demande devant le juge interne l'exclusion de déclarations obtenues dans un État tiers au moyen, selon lui, de la torture, le juge interne ne peut retenir en fait l'élément de preuve sans avoir préalablement examiné les arguments de l'accusé et s'être convaincu qu'un tel risque n'existe pas. Cela découle de la responsabilité de ce juge de veiller au respect du droit à un procès équitable. Dans l'espèce, la Cour européenne a estimé, sur base des données en sa possession, qu'à l'époque des faits, le système judiciaire marocain n'offrait pas de garantie réelle d'examen des allégations de torture. Pour contester l'équité du procès, il suffisait donc à M. El Aski de démontrer devant le juge interne qu'il y avait un risque réel que les déclarations recueillies par les autorités marocaines aient été obtenues au moyen de la torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant. Pour la Cour européenne, M. El Aski a démontré ce risque réel en établissant que le Maroc était sévèrement critiqué par des organisations gouvernementales et non gouvernementales, notamment Human Rights Watch, pour de tels actes infligés de manière systématique aux personnes poursuivies pour terrorisme, ce qui était le cas d'ailleurs du témoin en question. Le juge interne ne pouvait donc dès lors pas retenir ce témoignage comme preuve, sauf à s'être préalablement assuré, au vu des éléments spécifiques de la cause, qu'il n'avait pas été obtenu sous la torture, ce qui n'avait pas été fait en l'espèce. C'est en quelque sorte un renversement de la charge de la preuve que la Cour européenne a opéré et qui l'a finalement amené à conclure à la violation de l'article 6. Enfin, le troisième exemple est un arrêt de la Cour européenne du 2 juin 2005, à l'arrêt Wabour. Dans le cadre de ce même dossier relatif au GICM, une autre personne que j'avais arrêtée, M. Wabour, avait été condamné en Belgique. Parallèlement, les autorités marocaines sollicitèrent de la Belgique son extradition, également pour des faits de terrorisme. M. Wabour s'était opposé à son extradition vers le Maroc. Il soutenait qu'il y avait un risque réel qu'il y soit torturé, vu les suspicions de terrorisme qui reposaient sur lui, alors que notamment le rapporteur spécial de l'ONU pour la torture et des ONG renommées dénonçaient des pratiques systématiques de torture et autres mauvais traitements à l'encontre des personnes suspectées de tels faits. Dans ce cas,
la Cour européenne a examiné si les conséquences prévisibles du renvoi de M. Wabour vers le Maroc étaient telles qu'il l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3. Ici encore, la Cour a considéré que, vu les éléments qui étaient à sa disposition, et plus particulièrement les rapports que je viens de vous citer, l'usage des pratiques contraires à l'article 3 à l'encontre des personnes poursuivies et arrêtées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme était un problème persistant au Maroc. En outre, dit la Cour, M. Wabour ne s'est pas limité à dénoncer in concreto le risque d'être exposé à une violation de l'article 3 en cas d'extradition. Il a également établi qu'il appartenait à la catégorie des personnes visées par ce type de mesures. Par ailleurs, la Cour a souligné que la Belgique n'avait pas accompli de démarches diplomatiques en vue d'obtenir des autorités marocaines des garanties que M. Wabour ne sera pas soumis à des traitements inhumains et dégradants, et cette juridiction de conclure qu'en cas d'extradition, il y aurait violation de l'article 3 de la CEDH. Ces exemples, à mon sens, montrent que l'intervention du juge national dans le contrôle du respect des droits fondamentaux est et reste indispensable dans le cadre de l'entraide judiciaire, qu'elle soit active ou passive, avec un pays étranger non membre de l'Union, sous peine de sanction de la Cour européenne des droits de l'homme. À ce propos, je voudrais cependant émettre une considération pratique au sujet des obligations qui reposent sur le juge interne de veiller à ce contrôle. Je veux parler des moyens dont le juge interne dispose à cet égard. En effet, que demande-t-on précisément à ce juge? De soulever d'office la question du respect des droits fondamentaux dans l'État tiers, de vérifier systématiquement s'il y a des violations à cet égard et dans l'affirmative de pousser plus loin ces investigations? Avec quels moyens? Sur quelle base? Ou alors doit-il attendre que cette question soit soulevée devant lui par la défense? Mais alors, ne sera-t-il pas trop tard? Par exemple, dans l'affaire Elaski, la défense n'a soulevé ses arguments que devant le juge du fond, une fois que l'instruction avait été terminée, et donc à un moment où, oserais-je dire, le mal était fait et ne pouvait plus être réparé. Et ici encore, quels auraient été les moyens pour le juge de première ligne de faire ces vérifications? J'en viens à mon deuxième point, les pays membres de l'Union européenne. En ce qui concerne les pays membres de l'Union européenne, le mécanisme de contrôle par le juge interne semble quelque peu différent. Tout en restant soumis aux instruments d'entraide classiques, les États membres doivent également appliquer le droit de l'Union, et notamment les décisions cadres et les directives relatives à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, reconnaissance fondée sur le principe de la confiance mutuelle des États dans leur système de justice respectif. La Cour de justice s'est penchée à plusieurs reprises sur la question du refus de l'entraide judiciaire, notamment en matière d'extradition, justifiée par des arguments liés au risque de voir la personne extradée soumise à la torture, à des traitements inhumains et dégradants, ou plus largement à une violation de ses droits fondamentaux. Comme Stefano l'a dit tout à l'heure, ce fut par exemple le cas dans l'arrêt Meloni du 26 février 2013. Ce fut le cas plus récemment encore dans l'affaire Arayonzi et Caldararo du 5 avril 2016 dont il a parlé. En l'espèce, il s'agissait de la question de l'exécution par l'Allemagne d'un mandat d'arrêt européen vers la Hongrie et d'un autre vers la Roumanie compte tenu des problèmes de surpopulation carcérale dans ces pays. Donc, pour apprécier le respect dans l'état d'émission membre de l'Union européenne des droits fondamentaux et, le cas échéant, pour refuser d'accorder l'extradition d'un suspect ou la coopération judiciaire internationale, la Cour de justice ne s'est pas contentée de la seule existence d'éléments témoignant de défaillance de l'État à cet égard, même si ces défaillances étaient systémiques ou généralisées, notamment à l'égard de certains groupes de personnes. Comme l'a dit Stefano tout à l'heure également, compte tenu du principe de la confiance mutuelle, la Cour a exigé que si un risque de traitement inhumain et dégradant est établi d'une manière générale, par exemple en raison de la condamnation de l'état d'émission par la Cour européenne ou de rapports émanant d'organisations internationales, avant de refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'entraide judiciaire, l'autorité d'exécution devra vérifier si un tel risque existe de manière
concrète et précise dans le cas individuel de la personne concernée. Si on compare cette position avec celle de la Cour européenne que je vous expliquais tout à l'heure, elle paraît plus stricte. En effet, si un risque à caractère général et abstrait est mis en évidence, la Cour européenne ne semble pas exiger l'existence de ce risque de manière précise, concrète et individualisée. Pour la Cour de justice, avant de prendre sa décision, l'autorité d'exécution devra encore demander à l'autorité d'émission toute information complémentaire nécessaire au sujet des conditions dans lesquelles les personnes concernées seraient détenues et laisser le temps à l'autorité d'émission de répondre. Cette demande peut également porter sur l'existence d'éventuelles procédures et mécanismes nationaux ou internationaux de contrôle des conditions de détention liées par exemple à des visites des établissements pénitentiaires. Si l'autorité d'exécution n'est toujours pas convaincue que le risque concret n'existe pas, elle doit alors reporter l'exécution du mandat d'arrêt jusqu'à l'obtention d'informations écartant l'existence d'un tel risque. Ce n'est que si ce risque ne peut pas être écarté dans un délai raisonnable que l'autorité d'exécution doit décider, et je cite la Cour, s'il y a lieu de mettre fin à la procédure de remise. Et donc la Cour ne dit pas qu'il faut mettre fin à cette procédure. La Cour de justice semble donc adopter une approche destinée résolument à favoriser l'entraide judiciaire internationale. Afin d'opposer autant que possible un refus à l'autorité d'émission, l'autorité d'exécution, le juge interne, doit tout d'abord solliciter des garanties qu'il lui appartiendra d'apprécier. Dès lors, selon moi, le raisonnement du juge interne devrait s'opérer en 4 étapes. Tout d'abord, existe-t-il in abstracto un risque à caractère général de voir la personne concernée soumise à des violations de ses droits fondamentaux ou des traitements inhumains et dégradants? Dans l'affirmative, y a-t-il un risque réel, concret et précis d'un tel traitement pour cette personne en cas d'exécution, de l'extradition ou de l'entraide judiciaire? Si ce risque concret existe, le juge interne examinera s'il peut être évité en donnant la possibilité à l'autorité d'émission d'apporter des informations complémentaires à cet égard, par exemple au sujet de l'existence de procédures et mécanismes nationaux ou internationaux de contrôle. S'il n'est toujours pas convaincu dans un délai raisonnable, le juge interne devra décider s'il y a lieu de refuser de faire droit à la demande d'entraide. Cette formulation de la Cour de justice, et j'en terminerai par là, pourrait sembler indiquer, mais je pense que c'est un sujet de débat, pourrait sembler indiquer que même dans ces circonstances, il n'est pas exigé que l'autorité d'exécution refuse l'entraide. Cela laisserait donc une marge d'appréciation au juge interne qui pourrait passer outre le constat d'un risque concret et avéré de traitement non conforme à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la CEDH, moyennant, je ne vois que ça comme possibilité néanmoins, moyennant bien entendu des garanties satisfaisantes de respect des droits fondamentaux. À mon sens, ces garanties ne pourraient se faire que par le biais de garanties diplomatiques que le juge interne devra imposer, voire négocier. Je conclurai donc en disant qu'à mon avis, si le contrôle du respect des droits fondamentaux repose toujours in fine sur le juge interne, son rôle tend à évoluer en incitant ce juge à trouver des solutions afin de favoriser l'entraide judiciaire internationale plutôt que de se retrancher derrière ses propres dispositions. Je vous remercie.